Donc on a donc, ils sont en plus installés dans le bon sens, c'est parfait. Donc de gauche à droite, vous pouvez lire leurs noms. Amandine Blanchard-Schneider, donc directrice de la communication et de l'attractivité du département. Rodolphe Ligonière, le directeur général d'Anjou Tourisme. Pascal Mitonneau, la directrice de produits en Anjou. Et Philippe Tanchou, professeur d'histoire du droit, qui va démarrer dans un instant sur les questions historiques et juridiques des marques. Mais on va démarrer en images avec une petite vidéo, ça vous mettra tout de suite dans le bain de cette nouvelle marque Anjou, la force de la douceur. C'est parti. Merci beaucoup. Bon, donc ça commence bien, a priori. Allez, on va démarrer, on va faire un premier, comment dirais-je, une introduction intellectuelle, historique et juridique, parce que les marques d'attractivité, vous voyez cette belle carte qui nous rappelle la Troisième République, et donc les marques existaient bien avant les agents d'attractivité, donc c'est bien de faire un petit rappel à la fois historique et juridique sur ces questions-là, avec Philippe Tanchou, qui est donc professeur en histoire du droit à l'université d'Orléans. C'est à vous. Merci de votre invitation. L'Orléanais en Anjou revient régulièrement vous parler. Et en définitive, c'était prétexte pour moi pour évoquer dans le long terme ce que l'on croit d'avoir toujours été le département du Maine-et-Loire, avec en définitive une création de la Révolution. Et on sait qu'à la Révolution, en définitive, on a eu plusieurs choix pour redessiner la carte, en voulant sortir absolument des particularismes locaux, des ressorts territoriaux de l'Ancien Régime, des provinces, qui étaient identifiés avec des cultures fortes. On voulait gommer ces traditions pour évoluer vers une unité nationale, et de ce fait, on a eu des choix qui ont été faits, et qu'on va observer surtout sur la diapositive suivante, de proposer une cartographie différente. Donc au sommet de la diapo, vous voyez les héritages de l'Ancien Régime, des régions qui ont, enfin des provinces plutôt, qui ont des formes et des schémas différents, dont on retrouve en haut à gauche l'Anjou, avec l'ensemble de ses sénéchaussées. Il faut bien avoir à l'esprit que le territoire se dessine ici, notamment par la dimension juridique, par le fait que nous avons une coutume d'Anjou et donc une répartition en différentes sénéchaussées qui sont des lieux de présence, de juridiction qui vont appliquer prioritairement ces règles. Alors, à la Révolution, on veut sortir de ces schémas et nous avons plusieurs propositions. Celui de gauche qui vous fait peut-être bondir sous forme géométrique, qui est la version la plus arithmétique qui était proposée par Touré en décembre 89. L'ambition était de sortir véritablement de ces critères culturels et d'aboutir à des territoires de taille égale où on n'aurait pas revendication locale, je suis breton, je suis angevin, je suis bourguignon, que sais-je encore. Et puis ça a beaucoup bataillé à l'Assemblée nationale pour trouver un juste équilibre entre une dimension géométrique à peu près équilibrée d'un département à l'autre, et en même temps ne pas aboutir à cette géométrie sans doute assez folle d'arriver à ce damier qui est joli visuellement mais qui ne correspond pas à une réalité naturelle. Et en définitive, on a trouvé un juste milieu, et le texte du décret qui opère ce découpage en février 1790 donne à voir qu'on a essayé, tant bien que mal, de ne pas torturer définitivement les limites des provinces,
des anciennes provinces, et on a trouvé à redécouper ces provinces en départements de taille égale. Il fallait que ce soit à une journée de déplacement à cheval depuis la ville-centre pour chacun des départements, et la carte que vous connaissez, c'est celle de droite, où on retrouve, selon les cas de figure, des provinces divisées en plusieurs départements. L'Orléanais, c'est le Loiret, l'Eure-et-Loire et le Loir-et-Cher. Le Berry, il est coupé en deux entre le Cher et l'Indre. En revanche, les petites provinces d'Ancien Régime, eh bien, correspondaient parfois à un département. C'est à peu près vrai pour la Touraine, c'est à peu près vrai pour l'Anjou. Donc, on a une certaine cohérence d'ensemble qui ressort ici, mais qui a failli souffrir avec ces projets de division territoriale qui avaient vraiment pour ambition de réunir l'ensemble de la population en laissant de côté ces particularismes. Alors l'Anjou s'en sort pas si mal, on gomme quand même les appellations volontairement pour des choix fondés sur les cours d'eau, sur les montagnes, etc. Vraiment, on gomme ces différenciations culturelles qui étaient celles dans l'Ancien Régime, dans la carte. Alors la marque, en revanche, ce n'est pas une habitude immédiate sous nos horizons, et appliquée au territoire, en tout cas, ça fait partie des réalités qui sont, somme toute, assez récentes. Moi, je parle fréquemment de marqueurs du territoire, parce que l'on observe, sur le plan du droit, différents outils juridiques qui permettent soit de singulariser des produits en fonction de leur terroir, en fonction de leur lieu de production. Ça, c'est une tradition que l'on retrouve déjà sous l'Ancien Régime, mais qui ne donne pas lieu nécessairement à un marqueur juridique. On en a vu des marqueurs juridiques apparaître sur ces questions-là, lorsqu'on voit apparaître les AOC, les IGP, tous ces outils qui sont aujourd'hui bien connus. Et les AOC, 1905-1935, c'est déjà un marqueur relativement ancien, mais qui valorise des produits par rapport à leur lieu de production. La marque territoriale, la définition que vous avez sous les yeux n'est pas aujourd'hui définitivement retenue par la loi. C'est une proposition de loi qui est celle de Philippe Bertin en 2018. Il y a une reconnaissance de la marque territoriale depuis 2015 sans qu'on ait de définition, et elle s'inspire d'une tradition qui est d'origine anglo-saxonne, qui est de promouvoir le territoire pour lui-même, pour ses qualités paysagères, pour ses qualités culturelles, en s'appuyant sur l'héritage historique, sur la géographie, et de le donner à valoriser comme destination pour des visiteurs ou bien comme lieu de vie pour de futurs résidents que l'on essaye d'attirer dans un lieu donné. Alors, le juriste que je suis ne doit pas faire confusion entre la marque, outil juridique, et le branding qui, lui, vend du rêve. Et lorsqu'on observe finalement les traditions qui sont reprises aujourd'hui pour valoriser une marque territoriale, on se rend bien compte qu'il y a une fausse continuité dans la durée. Si on remonte très très loin en arrière, certes on a une histoire de l'Anjou, des premières populations installées sur le territoire, on a aussi ces marqueurs que visuellement on aime bien, qui sont ceux des blasons, mais les blasons que vous avez sous les yeux ne vous donnent à voir rien de la réalité du territoire, ils vous donnent surtout à voir des relations lignagères d'aristocrates qui, selon les couleurs, selon les symboles qui figurent sur les blasons, donnent à voir sur les champs de bataille ou dans les relations inter-nobles, eh bien, leur famille d'appartenance. Lorsqu'on a du bleu avec la fleur de lys, on est quelque part dans un lignage cousin ou neveu de la famille royale. Le territoire de l'Anjou, ici, n'est pas signalé pour ses qualités particulières, géographiques ou culturelles. La promotion des territoires pour leurs valeurs paysagères ou leurs valeurs culturelles, on estime qu'on ne le voit véritablement qu'avec un démarrage au milieu du 19e siècle. Les gens qui ont vécu au 16e, 17e sont nettement moins nomades que nous. La question de la compétition des territoires pour leur attractivité ne se pose pas dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. 1850, on a un premier tourisme des élites qui va devenir de plus en plus massif au XXe siècle, qui explique que les gens désormais choisissent des destinations pour aller visiter et profiter des avantages culturels ou paysagers. On a aussi des historiens qui nous donnent à voir que la compétition des territoires, elle est aussi celle des lieux où il y a du travail. Et il n'y a pas seulement la destination de tourisme, il y a aussi des lieux que l'on va éventuellement choisir pour aller travailler à tel ou tel endroit. Ça se voit aux États-Unis, ça se voit en Europe, et on a toute une série de récits qui nous donnent à voir que les destinations périphériques avec les lignes de train, eh bien, se mettent en compétition assez vite à partir de ce milieu du 19e siècle.
La marque territoriale, en revanche, même si sa définition juridique n'est pas définitivement arrêtée et que c'est qu'une proposition, eh bien, elle doit être mise en corrélation avec les autres marqueurs. Moi, c'est l'élément qui, évidemment, me saute aux yeux lorsque j'examine ce qui se fait ici ou ailleurs, hein, pour avoir un peu regardé ce qui se faisait en région centre. Et c'est là où, finalement, j'attire l'attention sur la nécessaire vigilance qui doit exister entre tous ces marqueurs, auxquels on n'a pas toujours à l'esprit la référence. On a des toponymes qui, en eux-mêmes, sont des marqueurs, que ce soit des toponymes en vigueur ou des toponymes hérités, désuets, qui n'ont plus usage. Hein. L'Anjou, a priori, ne s'applique plus ni à un département ni à une région. On a d'autres marqueurs que sont éventuellement des labels patrimoniaux, lorsqu'on est petite cité de caractère, lorsqu'on est plus beau village. Éventuellement, on a ce genre de choses. Et puis, on a, ça concerne le territoire, on a à côté d'autres marqueurs qui vont davantage concerner les produits de tel ou tel territoire, AOC, IEP, même la marque commerciale pour un produit peut être un marqueur donné. Il est important qu'il y ait une cohérence d'ensemble dans les périmètres qui sont retenus pour ces marqueurs, que l'enjou du vin soit à peu près le même enjou que la destination que visitent des touristes, mais qu'il y ait aussi parfois une réflexion sur la cohérence d'image de tous ces marqueurs, qu'on n'ait pas finalement des marques concurrentes qui revendiquent une même image alors qu'elles ont un nom différent en la matière. Donc voilà des éléments moi, qui me semblent intéressants à mettre en avant pour qu'il y ait une efficacité pleine de cette marque territoriale. Merci beaucoup. Une petite question quand même. Alors on verra ce que ça donne pour l'Anjou, mais si on prend un peu du recul, on regarde la France, vous vous intéressez à toutes ces questions, vous observez, le marketing territorial, vous le trouvez globalement bien fait, il vous fait un peu sourire, il vous agace, dites-nous un peu ce que vous avez sur le cœur sur ces questions. Alors j'ai pas regardé moi toute la France, j'ai regardé un petit peu de là où je viens, nécessairement. La difficulté qui peut exister, moi je n'ai pas de critique personnelle, hein, je ne suis pas un spécialiste du marketing territorial en propre, mais ce qui me ressort avec évidence, c'est qu'on s'aperçoit bien qu'il y a une compétence tourisme qui est partagée, région, département, interco, et il ne s'agit pas d'avoir des petits poussés qui jouent leur carte, dans le sens inverse du collectif. Oui, ça je crois que ça va être l'objet de la discussion avec Rodolphe Ligonière notamment. Ben, merci beaucoup, on peut l'applaudir pour cette belle introduction documentée. Alors, on rentre dans le vif du sujet sur la marque Anjou, et donc on va avoir un duo entre Amandine Blanchard-Schneider, qui est donc la directrice de la communication du département, et Rodolphe Ligonière. On va faire un duo ensemble pour expliquer comment on s'est mis à retravailler sur la marque Anjou, quel a été un peu le process, l'histoire de ce travail, et puis comment vous êtes arrivé au résultat d'aujourd'hui qu'on a vu un instant dans la vidéo. Voilà, faites-nous un petit peu, brossez-nous un petit peu à la fois le process et les résultats de la nouvelle marque Anjou. Finalement, effectivement, avec le département, quand on a voulu lancer cette démarche, on s'est posé la question déjà sur la marque Anjou. Je pense que les élus ont souhaité mettre tout sur la table, parce que finalement c'était la marque qu'il fallait utiliser. Alors très rapidement, je ne vous cache pas qu'il n'y a pas eu forcément trop de débats, parce que tous les acteurs autour de la table nous le disaient, l'Anjou c'est une marque qui existe, les entreprises l'utilisent déjà pour s'ancrer territorialement. On a également les communes, les nouvelles communes qui portent la marque Anjou sur le territoire et qui couvrent quand même une bonne partie du territoire départemental, sans compter tous les événements qui ont été cités, Anjou Vélo Vintage, le Festival d'Anjou, qui sont des marqueurs aussi culturels forts pour notre territoire et sur lesquels on communique. Et puis il y a tous les têtes de réseau, les marques du secteur économique, touristique, culturel, institutionnel, qui portent finalement déjà cette marque Anjou. Donc clairement, on s'est dit, on ne va pas réinventer autre chose, il faut s'appuyer dessus. Et puis le logo du département, même si effectivement c'est le département de Maine-et-Loire, arbore fièrement la marque Anjou dans son logo. Donc finalement, il n'y a pas eu forcément de débat. Et pour les acteurs touristiques, nous, on était les premiers à dire, de toute façon, ça nous paraît une évidence. Le premier syndicat d'initiative dans le département, c'est le syndicat d'initiative de l'Anjou, qui date de 1905. Donc c'est il y a plus d'un siècle finalement que nous, d'un point de vue touristique, on arbore cette marque et qu'on la porte. Sur le volet économique, on en reparlera avec Pascal également, mais c'est peut-être un peu plus récent, mais il y a une volonté aussi de partager ça. Et puis dans cette démarche, et on va en parler avec Amandine,
Vous voyez bien, on a des logos différents, il faut qu'on harmonise aussi nos discours et c'est tout l'enjeu finalement. Alors Amandine, expliquez-nous un petit peu comment vous avez procédé, les groupes de travail, voilà, la consultation et comment on en est arrivé à la force de la douceur. Alors on a eu effectivement 1 an et demi de concertation. D'abord en fait une volonté effectivement du département portée par la présidente avec un projet politique qui s'appelle Anjou 2030 et la nécessité de travailler sur l'attractivité. Au niveau du département, c'est aussi parce qu'on a du mal à recruter certains professionnels. Donc on avait des constats comme ceci. Et puis en fait, on avait des constats partagés avec Anjou Tourisme qui étaient, mais finalement, travaillons de manière plus générale l'attractivité. Et puis chacun en fait de notre côté. Donc avec ce souhait de porter une stratégie globale d'attractivité. C'est le schéma que vous voyez. Et de se dire qu'en fait, si on travaille pour le tourisme, on travaille pour les entreprises, on travaille pour le sport, pour les transports, la santé, etc. C'est un cercle vertueux en fait qu'on voulait mettre en place. Donc ça met du temps parce qu'on change un peu la façon de penser. On était en fait effectivement en silo chacun et puis là il faut se retrouver et avoir une stratégie qui parle à l'ensemble des acteurs. Donc les acteurs touristiques étaient très avancés sur les démarches d'attractivité, plus avancées en fait que certains autres. Et donc il faut remettre tout le monde en fait voilà, sur un même objectif. Donc ça a mis 1 an et demi pour créer des groupes de travail spécifiques et rallier petit à petit de plus en plus de monde et rallier tout le département au niveau géographique. Donc il y a 4 effectivement grands objectifs opérationnels à cette démarche qui donc relèvent bien de cette stratégie générale d'attractivité. D'abord un axe notoriété. On veut faire connaître l'Anjou, on l'a dit, il y a beaucoup de concurrents aujourd'hui, donc l'Anjou doit émerger. Vu en fait de chez nous, on a l'impression qu'on est connu. Si on augmente un peu la loupe et vu du national, l'Anjou, en fait, on ne sait pas toujours bien la situer. On ne sait pas toujours ce qu'il y a. On parle beaucoup des châteaux, mais finalement, il y a pas. Voilà, c'est difficile l'imaginaire autour de l'Anjou. Donc voilà, redévelopper cette singularité, accroître la fréquentation touristique, mais on l'a dit, c'est surtout améliorer l'expérience autour d'une offre éco-responsable. On veut ensuite valoriser les produits locaux et l'excellence de nos savoir-faire. C'est actuellement ce qui est fait par Produits en Anjou. On veut valoriser les artisans, leur production. On veut favoriser les circuits courts et les commerces de proximité. Mettre en avant les entreprises qui sont innovantes en fait, sur notre département. On veut attirer des talents. Alors des fois, ils sont déjà présents et c'est super et du coup, on les porte. Et puis des fois, il faut les faire venir parce qu'ils sont pas ici. Donc on veut travailler sur les métiers en tension, on veut les fidéliser, on veut qu'ils restent chez nous, on veut qu'ils ne partent pas ailleurs. S'ils sont bons, ils doivent rester. On veut, et c'est pareil pour les étudiants, s'ils sont bons, on veut qu'ils restent chez nous, on ne veut pas qu'ils aillent chez les voisins. On veut offrir une qualité d'accueil supplémentaire et travailler sur la notion d'hospitalité. Enfin, on veut fédérer, mobiliser les acteurs autour d'une ambition commune, c'est ce qui fait qu'on est effectivement tous ensemble autour de la table. C'est développer le sentiment d'appartenance au sein du grand public. C'est créer la team Anjou, mais une team qui ne soit pas sélective, mais qui soit très englobante. C'est les influenceurs, c'est les entreprises, c'est les médias, c'est les sportifs. Voilà. On veut mettre en réseau les grands acteurs, c'est ce qu'on fait voilà, au quotidien. Très bien. Et donc, comment on arrive à la force de la douceur? Alors, j'imagine que c'est juste après. À la fois sur la méthode et puis sur le claim final. Finalement, on s'est effectivement rendu compte que chacun, on avait la possibilité d'émettre un message, de communiquer individuellement, mais tout seul, effectivement, on se rend compte qu'on fait un petit bruit, alors que si on harmonise ensemble nos discours, nos messages, avec un vrai positionnement commun et des valeurs qu'on partage, qui ont du sens, et bien finalement, on peut aller vraiment plus loin, on peut amplifier nos messages. C'est ça la force du collectif, la force de la douceur d'une certaine manière. Et donc c'est vraiment tout ce travail-là qu'on a voulu constituer, c'est créer une marque qui soit partagée, que tout le monde pourra utiliser, s'approprier ses valeurs, et qu'il pourra utiliser sur ses outils de communication, sur son site internet, ses brochures, on y reviendra tout à l'heure. Et pour mettre en place cette démarche-là, créer cette symphonie collective, d'une certaine manière il faut une partition, c'est cette marque qu'on a besoin d'avoir.
Et puis il faut un chef d'orchestre pour manager tout ça. Et c'est le principe de gouvernance aussi qu'on a voulu mettre en place avec le département, en associant tous les acteurs, les EPCI qui sont dans cette gouvernance, les professionnels, les entreprises, pour voilà, travailler tous ensemble, mutualiser, et puis mener des actions qui vont avoir un véritable impact finalement sur le territoire, et au bénéfice évidemment de tous les acteurs touristiques, mais également auprès des entreprises. C'est vraiment ça l'ambition collective de cette marque-là. Alors après, effectivement, la force de la douceur, comment c'est né finalement. On a interrogé l'ensemble des acteurs, il y a eu plein de tables rondes, on a eu des enquêtes, et effectivement, ce qui revenait constamment par les acteurs, c'est la douceur. La douceur angevine, elle est présente depuis Joachim du Bellay, le fameux sonnet 31 des regrets. Depuis le XVIe siècle, elle est présente en Anjou, c'est devenu une expression presque nationale finalement, cette expression-là. Elle nous colle à la peau, même si parfois, à certaines périodes, on a voulu finalement l'écarter, cette douceur angevine, dans une période industrielle où finalement c'était peut-être pas forcément le bon moment de l'utiliser, il fallait produire à tout va. Et puis finalement, on avait beau l'écarter, elle nous revenait à chaque fois en boomerang, cette douceur angevine. Donc on s'est dit, et les acteurs nous l'ont tous dit, finalement on a ça, pourquoi réinventer quelque chose? On ne va jamais exister, et donc il faut pouvoir se l'approprier et l'exploiter. Et puis c'est tout le travail qu'on a fait avec une agence, puisqu'on a été accompagné par une agence experte dans le marketing, LMWR, et c'est leur job aussi de nous accompagner là-dessus pour trouver un claim, un slogan qui nous permette justement de démolir la douceur d'une certaine manière, lui donner de la force, parce qu'on a un territoire dynamique et une vitalité, il faut aussi le montrer et le révéler. Et voilà, c'était aussi ce slogan-là, la force de la douceur, de créer un peu cette opposition finalement, cette figure de style, et qui permet aussi de marquer dans les mémoires. C'était un peu ça le but. Bon, donc ça n'a pas été trop dur de le trouver finalement, ça allait. Non, finalement c'était une évidence, et parfois finalement c'est toujours un exercice assez compliqué de travailler sur un positionnement, sur un slogan, parce que finalement il y a plusieurs possibilités, portes d'entrée possibles. L'agence avait la possibilité de trouver une idée nouvelle, un concept nouveau. La Mayenne avait trouvé les Slowly Days, par exemple. On avait la possibilité soit finalement d'être en rupture avec un positionnement. Vous vous rappelez d'autres propositions qui vous ont faites, qui vous ont pas plu, vous n'avez pas retenu ou pas? Non? Oui? Allez-y. Bon, alors franchement, je ne me souviens plus, mais Amandine... Il y avait une figure de style qui était pareil, encore heureux qui comme... voilà. On en revenait à la douceur angevine quand même. Et là on s'est dit en plus c'était très CSP+, voilà, et nous on dit mais non, en fait on veut embarquer tout le monde, on veut pas une figure littéraire, on veut quelque chose que tout le monde est en capacité de reprendre à son compte. Donc effectivement celle-ci elle avait été écartée notamment. Puis on se rendait compte finalement que, et les acteurs économiques nous le disaient aussi, finalement la douceur aujourd'hui c'est une valeur précieuse dans un monde qui se durcit, des régimes autoritaires. Finalement la douceur c'est une valeur qui peut parler à tous, y compris aux acteurs économiques, qui sont dans des démarches aujourd'hui RSO, démarches marque employeur. Il faut pouvoir attirer, fidéliser, et c'est pas évident, on le sait bien, les chefs d'entreprise le savent aujourd'hui dans le management, la gestion des équipes, c'est aujourd'hui quelque chose de différent qu'il faut changer en termes de gouvernance. Bon. Voilà, toutes ces valeurs sont précieuses finalement. Ils ne vous ont pas proposé la force tranquille, non, par hasard? Non. Je dis ça pour les jeunes, ils ne doivent pas comprendre, mais... mais en tout cas, c'était quelque chose qui a fonctionné. Donc on s'est dit, ça fonctionnera aussi bien pour la force de la douceur. Ok. Allez, on veut comprendre ce A, là. Expliquez-nous. On avance dans les slides. Ce A en forme de cœur. Allez-y. La force de la douceur... on va passer la parole à Amandine. Alors, on va nous décrypter ça. Oui, alors que ce soit Rodolphe ou moi, c'est un peu la même chose, puisqu'on a tous beaucoup travaillé sur ce projet. Donc, on a un A qu'on voulait effectivement iconique, avatar, qui puisse en fait s'utiliser seul. Donc, c'est vraiment la principale axe de ce logo. C'est un A qui symbolise le territoire, la douceur, le végétal. En fait, on a, nous, dans le logo du département, une feuille. Et on disait, on voudrait bien qu'il y ait une filiation avec cette feuille. Donc voilà, une forme un peu feuille de vigne.
la Loire avec des courbures, le patrimoine avec des formes concaves. Voilà, donc c'est ce art en fait qu'on va retrouver et qui, on va être très modeste, qui un peu à l'image de Nike, bientôt on n'aura peut-être que ce art qui figurera puisqu'on n'aura plus besoin d'écrire en joue. Voilà. On se prend pour Nike un peu. Exactement. Faut être ambitieux. Et après, effectivement, ce qui nous était en fait souvent dit dans les groupes de travail, c'était mais nous, dans les Mauges, on a une singularité. Nous, dans les Hautes-Anjou, on a une singularité. Donc, comment, en fait, on fait pour porter cette singularité avec une démarche commune? Donc, on s'est dit, effectivement, en fait, on pourrait avoir un code couleur qui soit spécifique en fonction des territoires et qui puisse convenir à chacun. Donc cette possibilité effectivement d'adapter le logo. Après, effectivement, on a développé des outils, le kit de la marque pour que tous les acteurs touristiques, économiques à terme puissent l'utiliser à travers le marqueur Anjou seul. Mais on le sait bien, dans le secteur touristique, il y a beaucoup d'entreprises et la marque Val-de-Loire, qui est une marque importante. On voulait associer la marque Anjou à cette marque Val-de-Loire, donc les acteurs ont la possibilité de l'intégrer également. Et puis un positionnement avec le claim Anjou la force de la douceur, qui peut s'utiliser. On a voulu être assez souple, comme l'a dit effectivement Amandine, sur les aplats, les couleurs, parce qu'on sait très bien qu'il faut que ça puisse s'intégrer dans les outils de communication de toutes les structures. Et donc ça, c'était aussi un souhait, et on a échangé avec tous les acteurs, évidemment, à ce sujet. Vous voyez un exemple d'intégration. Alors là, évidemment, on ne mettra pas tous ces marqueurs-là comme ça dans cet exemple-là, mais on vous montre comment ça commence déjà à se déployer auprès des sites touristiques, et je les en remercie, parce que tout le monde commence vraiment à jouer le jeu. Ça s'intègre parfaitement, c'est assez discret, mais en même temps, on l'affiche encore plus fort finalement que l'outil qu'on avait auparavant, qui était un fil d'Arial, qui était un peu moins lisible, qui mettait en avant tout le monde finalement, mais qui ne pouvait pas forcément ressortir la marque. Donc voilà, là c'est souhaité, et je pense qu'il y a une belle dynamique qui se met en place. Évidemment, aujourd'hui, l'idée c'est de le déployer auprès des hébergeurs, auprès de toutes les structures qui seront prêts à porter cette marque. Les destinations également, les offices de tourisme qui portent aujourd'hui la marque, vous le voyez, qui l'ont intégrée dans leurs documents. Donc c'est vraiment une affaire collective d'avancer ensemble et de porter cette marque. Et puis on avance aussi progressivement sur l'évolution de nos logos, parce qu'on harmonise un petit peu aussi nos structures. Anjou Tourisme, qui a d'ores et déjà fait évoluer son logo depuis le 13 février. Maintenant, vous ne voyez plus ce logo vert et violet, c'est Anjou Tourisme. Destination Anjou aussi, les réseaux, et je les en remercie, qui ont changé ce logo, ce bloc marque. Et puis, produit en Anjou, c'est en cours, c'est en pleine discussion. Vous voyez qu'il y a une volonté collective d'avancer aussi, d'harmoniser un petit peu tout ça. Concrètement, comment ça va se passer? Vous envoyez tous les documents, parce que j'imagine qu'il y a des éditions qui étaient déjà faites, il va falloir les retirer, ou les sites web. Comment vous allez déployer tout ça? Il y a un peu un calendrier qui est prévu? Alors déjà, on a essayé d'anticiper, parce qu'on sait très bien que pour un grand nombre de structures touristiques, notamment les sites, finalement, la saison commence assez tôt, il faut anticiper les documents. Donc on a commencé déjà à créer des réunions, des rencontres pour partager ce bloc marque. Et on est en train de finaliser un portail web qui va nous permettre effectivement à chaque professionnel d'intégrer progressivement, de télécharger ce type de communication et de l'intégrer sur vos supports. Alors, l'outil n'est pas encore sorti, mais si vous avez envie de partager cette aventure, évidemment, on vous encourage. Vous pouvez vous adresser directement à nos collègues au sein d'Anjou Tourisme, qui pourront d'ores et déjà vous fournir les outils, les types de communication. Et il y a juste une petite convention à signer pour l'utilisation du droit de la marque, mais on va faire live dans un premier temps. On va faire un petit aparté, et puis on va revenir un peu sur les premiers événements où vous avez pu un peu expérimenter la marque et avoir un peu des premiers retours. Avec vous, Pascale Mitonneau, vous êtes la directrice de produits en Anjou, donc on vous voit ici. Et donc la force de la douceur, ça vous parle, ça vous convient? C'était par rapport aux produits, comment vous allez... alors faites-nous un petit rappel sur produits en Anjou, et puis comment vous vivez cette nouvelle baseline. Alors, ça fait beaucoup de questions. Oui. La force de la douceur, ça me va très bien. La douceur en Anjou m'allait très bien. Et je pense qu'en effet,
La douceur, c'est une force, donc la force de la douceur, c'est forcément parfait. Après, pour juste faire un petit point sur Produits en Anjou, donc c'est une marque qui existe depuis 10 ans, on va fêter les 10 ans cette année. Alors ça tombe plutôt bien parce que le logo que vous voyez donc au-dessus, le logo que tout le monde connaît, Produits en Anjou, avait besoin d'un petit rafraîchissement. Moi, j'ai pris la direction de Produits en Anjou il y a 5 ans, et déjà il y a 5 ans, je trouvais que ce logo commençait à être un petit peu vieillissant. On m'a dit non, il ne faut surtout pas y toucher parce qu'il est repéré, etc. Bon, ok. Et là, vous voyez que ce qui est proposé, donc on est maintenant juste sur l'épaisseur du trait, je regarde Amandine, c'est ça les discussions. Donc bon, ça se passe plutôt bien. Finalement, on reconnaît assez bien, je pense, la marque Produits en Anjou, puisqu'en effet, quand on a une marque qui, du coup, est quand même un peu présente un peu partout sur les territoires, sur beaucoup de produits, il faut quand même qu'on puisse garder des repères. Ça nous permet aussi d'intégrer le terme France sur notre marque, parce qu'on dit aussi que quand on est produit en Anjou, on est forcément made in France. Quand on est made in France, c'est pas toujours totalement le cas dans certains secteurs de production. Et donc voilà, pour nous, c'était important. Remettre aussi cette carte de France, finalement, bon, le petit point sur la Loire, voilà, moi aussi, il m'interpellait un peu dans le haut de l'Anjou, mais bon, je trouve que ça apporte plus de visibilité. Mais au-delà de cette marque, donc, de ce logo, Produits en Anjou, donc, comme je vous disais, existe depuis 10 ans. C'était à l'initiative en fait, de la collectivité départementale, déjà à l'époque, qui était présidée par Christophe Béchu, et qui avait été interpellé assez vivement par un horticulteur qui est aussi bien connu sur le territoire, puisqu'il est leader de la fleur coupée en Pays de la Loire, Guillaume Froger Fleur pour ne pas le citer, qui l'avait interpellé pour lui dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous soutenir, puisque on n'a pas moyen, puisque les produits horticoles n'ont pas d'obligation d'indication de provenance, ce que personnellement je ne savais pas, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc un message à nos parlementaires peut-être pour faire avancer les choses là-dessus. Comment est-ce qu'on peut faire localement, quand on est en plus de surcroît une terre qui se revendique du végétal, pour faire comprendre aux habitants déjà, aux consommateurs, aux clients, que lorsqu'ils achètent ces fleurs-là, par exemple, chez les fleuristes, elles viennent bien de l'Anjou et pas d'ailleurs. Ils souffrent toujours d'une concurrence très forte, particulièrement de la Hollande, mais aussi d'autres pays, d'autres bouts du monde. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui aujourd'hui nous étonnent peut-être un petit peu moins, parce qu'on a aussi cette conscience écologique un peu plus forte. Mais voilà, on a des fleurs qui viennent sur le territoire, compris des avions qui sont venus par camion, alors qu'ici, on a vraiment des producteurs extrêmement importants dans ce domaine. Donc ça a commencé comme ça. Et donc, le président du département de l'époque avait donc mis son directeur de la communication également de l'époque. Enfin bref, il y a eu tout un travail, un juriste aussi, quelqu'un qui connaissait également bien l'histoire de l'Anjou. Et tous ces gens-là ont bien travaillé, puisqu'aujourd'hui, on s'appuie toujours sur tout ce qui a été constitué à l'origine, donc pour pouvoir créer cette marque Produits en Anjou, qui est en effet une marque qui permet de faire savoir que les produits qui portent cette marque sont bien fabriqués, transformés ici localement. Alors un petit mot sur les chiffres clés, combien de produits, combien de partenaires, et puis expliquez-nous un peu comment tous ces produits portent déjà la marque Anjou. Alors, combien d'entreprises en fait qui sont embarquées dans cette aventure Produits en Anjou depuis 10 ans? On est près de 240 entreprises. Je précise aussi tout secteur d'activité. J'ai parlé du végétal, puisque ça a commencé avec ça. On a bien sûr aussi l'agroalimentaire, puisque c'est aussi une production assez forte ici en Anjou, mais également l'industrie, l'artisanat. On a également des services qui nous ont rejoints. Donc au niveau des produits, on est à plusieurs centaines de produits. Et puis également, ça représente en poids économique en fait les entreprises qui sont en Produits en Anjou, près de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. C'est aussi un poids économique, et puis un peu plus de 6000 collaborateurs. Et la marque Anjou est importante pour eux. Elle est écrite dans le produit à chaque fois, ou pas forcément? Comment ils valorisent la marque Anjou à travers leurs produits? Eh bien, en fait, ils mettent tout simplement la marque sur leurs produits. Il n'y a pas d'obligation,
Voilà, ils peuvent participer à la démarche de produits en Anjou sans avoir l'obligation de mettre cette marque sur leurs produits. Ils font comme ils veulent. Ils peuvent également l'utiliser en noir et blanc, par exemple. C'est un peu ce que décrivait Rodolphe tout à l'heure, pour que ça soit plus facile pour eux de la faire porter en fonction de leur packaging ou autre, enfin bref. Mais on la retrouve principalement quand même sur leurs produits. Ça peut être aussi sur des signatures mail. Voilà, toutes sortes de choses. Vous parliez de l'agroalimentaire, Rodolphe Ligonière, les produits en Anjou, les produits du terroir en circuit court, on les retrouve dans les hôtels, les boutiques, tous les éléments que les touristes peuvent découvrir et consommer, ou pas, un peu, beaucoup, passionnément, dites-nous. Alors ça existe, mais c'est une ambition qu'on a. D'ailleurs, c'est des sujets qu'on a avec Produits en Anjou et avec quelques acteurs hôteliers. C'est un des projets, justement. Il faut qu'on déploie massivement ce volet-là parce qu'il faut qu'on valorise évidemment nos produits locaux et les touristes, les visiteurs sont attentifs aussi à repartir avec des produits de chez nous. Donc c'est un travail qui reste à faire. On a encore, voilà, je fais un appel d'ailleurs. Parce que ce matin, dans mon hôtel, le miel, la confiture, il n'y avait pas marqué produit en Anjou. Hein. Oui, ça va pas du tout, il faut changer d'hôtel. Alors moi je veux bien changer d'hôtel, mais vous êtes sûr dans quel hôtel il faut aller donc concrètement là pour... Je suis allée très récemment dans un hôtel parce que justement ils sont venus vers produits en Anjou, parce que j'ai une maison aussi à Angers, donc je ne fais pas l'hôtel ici. Mais je suis allée visiter un hôtel qui s'appelle Château des Forges, à proximité de la Terra Botanica. Au petit déjeuner, vous n'avez que des produits en Anjou, qui ne sont pas forcément labellisés, mais qui sont bien des produits qui viennent d'ici. Donc là, l'ambition, c'est que ce soit partout comme ça, Rodolphe. C'est un objectif, objectif, facile, valoriser notre gastronomie, nos savoir-faire. Je pense que les gens ne sont pas assez fiers en Anjou. C'est ça aussi l'objectif de cette marque, finalement, c'est que chacun porte fièrement notre savoir-faire, nos gastronomies. On a des super produits en Anjou, on a la chance d'avoir du végétal, on a de tout en Anjou. Et finalement, il faut simplement le faire savoir et puis, le montrer et en lien avec nos professionnels. On a un petit travail à faire, à se mettre autour de la table pour dire aujourd'hui, on a des produits, on a une gastronomie, comment vous voulez vous le montrer, vous le proposez auprès de vos clientèles. Alors, pour vous rassurer, vous n'êtes pas le seul département ou la seule région confrontée à ce problème. Moi, j'ai animé des tables rondes sur des thèmes similaires en Occitanie ou en Corse, où les hôteliers notamment n'avaient même pas connaissance des producteurs locaux. Donc, ne serait-ce que les mettre en relation, c'était déjà un grand pas de fait. C'est assez catastrophique. Enfin, moi, ça fait partie des sujets qui forcément m'agacent beaucoup et je consomme forcément localement au maximum. Et quand je vais dans certains restaurants ou certains bars aussi, sur Angers notamment, et que je ne trouve pas un vin d'Anjou, eh bien je le dis. Je le dis et je leur dis, si je prends un vin français, ici je prends un vin d'Anjou, donc donnez-moi du vin espagnol ou autre. Mais je le fais savoir et je pense que là aussi on a un vrai rôle à jouer. On parlait du collectif, eh bien là typiquement, je pense qu'à force de le dire, eh bien peut-être que les choses vont avancer, c'est même sûr, mais il faut le dire, quitte à être parfois un peu désagréable, mais ici on a une chance inouïe en Anjou. Il n'y a aucun chauvinisme là-dedans, c'est juste la réalité, d'avoir des productions extrêmement diversifiées. On a parlé des vins, mais aussi dans l'agroalimentaire, on a des producteurs de tout un tas de choses extraordinaires, donc il faut vraiment se tourner vers eux. Faites-moi un petit mot sur la menthe pastille, parce que vous m'avez raconté ça au téléphone avant. Qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, c'est déjà que vous aimiez beaucoup ça, et qu'on ne la trouvait pas dans tous les bars de la ville. Allez, oui, non mais voilà. Un petit pitch sur la menthe pastille, mais bon, voilà, on a aussi là... Je ne sais pas si les étudiants ils connaissent la menthe pastille. Ah si, ils la connaissent forcément, les étudiants. Ça, je peux vous garantir qu'ils la connaissent bien, la menthe pastille. En fait, on a aussi la chance ici en Anjou d'avoir 3 licoristes qui nous viennent du 19e siècle et qui sont toujours de très belles entreprises avec des produits exceptionnels. Donc, on va d'abord parler de Cointreau. Cointreau, on trouve Cointreau dans le monde entier. Je vous mets au défi de rentrer dans un bar, alors là pour le coup, ou d'autres établissements, on a toujours une bouteille de Cointreau. Donc ça, Cointreau, c'est un produit forcément local. On a également Giffard, et donc je vous disais la menthe pastille parce que normalement, chez tout habitant d'Angers, on a une bouteille de menthe pastille dans son freezer. Je regarde Mathilde. Je ne vais pas faire un vote à main levée, on ne va pas faire un vote à main levée. Mais voilà, et donc... là aussi, il faut d'abord essayer
revendiquer la qualité de nos produits locaux. Et puis on a également Combier sur Saumur qui fait aussi des produits exceptionnels. Très bien, merci pour ce passage sur les produits. On peut l'applaudir, on peut l'encourager. Amandine, Rodolphe, on continue sur Anjou, la nouvelle marque, et puis donc un peu comment vous l'avez décliné, comment ça se passe, et puis peut-être les premiers retours que vous avez soit des professionnels, soit du grand public, sur la perception de cette marque et de cette baseline. Alors effectivement, un premier lancement au 13 février. Alors on a joué avec la date, parce qu'on était sur la veille de la Saint-Valentin, donc après on s'est amusé avec ce petit hacker. On a fait un lancement avec 300 acteurs du territoire, avec l'idée de commencer à embarquer le plus de monde possible. Alors, c'était une réussite. Et derrière, on a eu pas mal d'acteurs qui nous ont dit écoutez, on veut y aller. Donc maintenant, charge à nous en fait, d'avoir les outils nécessaires effectivement pour mettre à disposition tout le guide de marque, le kit de communication pour que chacun puisse s'en emparer. On a eu un premier événement. Donc là, international, c'est le Salon international de l'agriculture du 28 février au 1er mars. Et là, pour vous dire à quel point on joue collectif, c'est que, en fait, aucun d'entre nous ne pourrait se rendre au Salon international de l'agriculture seul. Financièrement, c'est impossible. C'est des stands qui valent plus de 100 000 € sur quelques jours. Donc, comment on fait ? On fait en fait avec vraiment un groupe en fait projet. Donc on est parti avec la région. La région nous cède une partie de son espace et nous, département, on dit on achète une partie du stand de la région et on rétrocède du coup à nos collègues Anjou Tourisme, produits en Anjou, pour pouvoir mettre de la documentation et avoir du coup un espace dédié. Donc on voit nos collègues de produits en Anjou qui étaient présents. On avait également la Fédération des vins qui était avec nous et l'idée c'était de faire connaître nos produits. Donc c'est une réussite, c'est la deuxième année qu'on procède de la sorte et ça fonctionne très bien. Très bien. Rodolphe ? Pour Anjou Tourisme, nous, l'idée c'était de changer tous nos outils de communication. Donc évidemment, vous avez pu voir déjà sur Internet, les réseaux sociaux, notre site Internet, le marqueur qui a échangé avec la nouvelle marque, y compris sur J'aime Anjou. On aura une petite vidéo d'ailleurs à la fin à vous présenter qui montre justement cette évolution entre le J, vous vous souvenez sans doute, et puis le hacker désormais. Je trouve que pour le tourisme, c'est bien, on parlait d'hospitalité tout à l'heure, l'accueil avec un grand H, je pense que tous les acteurs peuvent s'y retrouver touristiques. On a refondu également tous nos supports de communication, vous en avez des exemplaires, je vous invite évidemment à en avoir dans vos établissements, vous pouvez les récupérer dans vos offices de tourisme. Donc, toute la collection a évolué. Nos présentoirs Anjou, vous savez qu'on a, c'est aussi, tous les départements n'ont pas ça, mais on a la chance d'avoir 120 mobiliers de présentoirs avec plus de 80 sites touristiques dans le département qui sont diffusés dans des sites, dans des offices de tourisme. C'est une force de frappe, c'est la force du collectif. Pour le coup, c'est une belle opération collective avec les sites touristiques. Donc on a changé l'ensemble de ce mobilier pour afficher cette nouvelle marque. On était présent également, c'est tout chaud, mes collègues reviennent le week-end dernier au salon Destination Nature et au Salon mondial du tourisme à Paris. On a pu afficher aussi les couleurs de cette nouvelle marque. Aujourd'hui, on va vraiment communiquer là-dessus. On avait la chance aussi cette année d'avoir le musée des blindés et de mettre en avant le tourisme de mémoire. Il y avait un stand de 80 mètres carrés avec un char d'assaut et Jeep américaine. Donc on peut dire qu'on ne pouvait pas nous louper. Et puis sur la partie Destination Nature pour vendre tous nos produits en lien avec le vélo, la randonnée, qui est une richesse évidemment sur le territoire. Monsieur Chalopin, on a parlé tout à l'heure, notre président, sur la campagne nationale qu'on va réitérer aussi cette année sur M6 avec Stéphane Rothenberg, donc cette figure qui est assez connue. Une campagne qui est originale avec des acteurs publics, privés, Angers, Terra Botanica, Fontevraud, le Bioparc, la Fédération des vins. Donc c'est aussi une belle campagne avec du budget parce qu'il faut pouvoir mutualiser et avancer ensemble. C'est ça aussi finalement la force du collectif, la force de la douceur chez nous.
d'arriver à mettre en place des projets avec des moyens qui doivent être conséquents pour pouvoir exister. Une nouveauté cette année, on aura une campagne d'affichage à Montparnasse. Ce sera vraiment pour nous l'occasion d'afficher cette nouvelle marque avec différentes thématiques qui font la force du territoire. Thématiques du patrimoine, du fluvial, des troglodytes, du végétal, du vignoble. Voilà. Différentes affiches qui vont être mises en place dès le 26 mars ou 8 avril. Donc on espère évidemment attirer beaucoup de Parisiens qui voudront fuir les Jeux Olympiques cette année. On va espérer en tout cas qu'ils viennent découvrir la douceur angevine. Et puis différentes opérations qu'on mène aussi en partenariat, et je les en remercie parce que c'est un partenariat depuis plusieurs années avec tout le réseau des campings Made in Anjou qui nous permettent aussi d'être présents sur des opérations à l'international, où en France on était à Birmingham, enfin ils étaient à Birmingham en Angleterre, Utrecht aux Pays-Bas, Toulouse, Lille. Et c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est eux qui vont représenter l'Anjou, ils y vont avec nos supports, nos documentations, ils font évidemment leur business, mais c'est aussi ça notre force, on ne peut pas être partout. Et eux, ce sont aussi des super ambassadeurs du territoire. Donc on réitère ce partenariat-là, et on aura avec eux également une campagne digitale prochainement pour valoriser nos campings. Et puis bon, on en a parlé, mais c'est aussi une nouveauté. Juste avant, est-ce que vous avez déjà eu un peu des retours, des conversations avec soit des opérateurs internes à la destination ou éventuellement du public sur cette nouvelle marque, sur la nouvelle communication, la baseline? Est-ce que voilà, vous avez eu des échanges? Quels sont un peu et après, à la fin de votre présentation, à quel moment vous ferez un vrai bilan dans les mois ou les années qui viennent? Alors déjà, effectivement, on a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les retours sont plutôt globalement très positifs, donc ça nous encourage évidemment à aller plus loin. On a eu cette première soirée de lancement le 13 février. Là, aujourd'hui, c'était l'occasion aussi auprès de tous les acteurs touristiques de présenter cette nouvelle marque, parce qu'on débute, hein. Donc c'est une histoire qui va prendre du temps, et puis ça va être dans la continuité, hein. L'idée, c'est que ça soit durable. Mais pour le moment, les acteurs l'utilisent aussi sur leur support, donc ça veut dire que finalement, ils y trouvent du positif, et que les valeurs qui sont véhiculées dans cette marque, tout le monde peut l'utiliser. Et c'était important aussi que les acteurs du tourisme et les acteurs aussi économiques potentiels se l'approprient. Et finalement, je pense que on fera évidemment un bilan au bout d'un an. Ce qu'on a prévu de faire avec le département, c'est aussi une étude de notoriété de la marque, de voir comment finalement, et on le fera régulièrement, voir comment on est perçu de l'extérieur, de l'intérieur également au sein du département. Donc voilà. Merci à vous, merci à tous, on peut les applaudir.